Bonjour à tous, une seconde vidéo présentant la Première Guerre mondiale. Nous sommes encore dans les phases du conflit, les phases de la Grande Guerre, et après avoir abordé la guerre de mouvement qui devait être celle de 1914, que l'on espérait avoir terminé pour les moissons, euh, éventuellement pour les vendanges, eh bien, ça s'avère beaucoup plus long que prévu, et nous passons donc dans une deuxième étape, une étape cette fois-ci qui ne se compte pas en mois mais en années. C'est la période qui va de 1915 à 1917 compris, et il s'agit de l'épreuve de la guerre des tranchées. Donc là, nous rentrons dans une guerre qui n'est absolument pas prévue, qui n'est absolument pas anticipée, et une guerre qui va s'étendre. Une guerre qui, très rapidement, ne va pas se limiter à une guerre européenne. Quand on regarde ce document, on comprend tout de suite pourquoi. Le Royaume-Uni, par exemple, qui est impliqué dans la guerre, c'est évidemment un pays européen, mais ce pays européen est une métropole qui dirige le plus vaste empire colonial du monde. On s'attend à ce que cet empire soit mobilisé en hommes, en matériel, en matières premières. Donc, très clairement, nous allons vers un conflit mondial. On a un phénomène d'extension du conflit. On le voit très bien lorsqu'on observe la carte suivante. Ici, nous avons les pays qui, à un moment ou à un autre, sont impliqués dans la Première Guerre mondiale. En bleu, vous avez la Triple Entente avec ses alliés et ses colonies. En gris foncé, vous avez les empires centraux, donc la Triplice, avec les alliés et les colonies. Et en gris pâle, vous avez les États qui restent neutres. On s'aperçoit qu'une grande partie du monde est impliquée dans ce qui est réellement, et pour la première fois de l'histoire, une guerre mondiale. C'est un phénomène assez spectaculaire. Des pays sont en guerre, évidemment, en Europe dès l'été 1914, et d'autres pays vont les rejoindre. Des pays vont rejoindre les empires centraux, vont rejoindre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Il s'agit de l'Empire ottoman en 1914, il s'agit de la Bulgarie en 1915. Pour l'Entente, c'est le Japon en 1914, l'Italie en 1915 et la Roumanie en 1916. Ce conflit est également un conflit mondial, non seulement parce que des pays et des pays non européens interviennent, mais de toute façon, les Français et les Britanniques font appel à leur empire colonial. Ils ont besoin de troupes, ils ont besoin de travailleurs, et le monde entier va littéralement défiler dans les tranchées. Nous avons ici un aperçu des troupes coloniales françaises. Vous pouvez voir en haut en particulier des cavaliers nord-africains. En bas à gauche, vous avez des tirailleurs sénégalais. En bas, un peu plus à droite, vous avez notamment un tirailleur annamite, donc qui vient d'Indochine. Vous constatez qu'ils portent des uniformes en général différents, couleurs plutôt, notamment pour les tirailleurs, vous avez cet uniforme couleur moutarde qui se différencie de l'uniforme bleu que portent les Français, même si vous avez en bas à droite le cas d'un combattant colonial qui porte un uniforme français métropolitain. Donc ces unités coloniales vont défiler dans les tranchées, et elles sont d'autant plus utilisées que les Allemands, notamment, n'ayant pas du tout l'habitude de voir des populations noires, par exemple, sont très effrayés. Vous avez également la même chose avec les troupes britanniques. Donc les Britanniques vont également employer des troupes coloniales. Ils vont par exemple utiliser les Gourkhas du Népal. Donc, il s'agit de troupes d'élite, alors qui se distinguent en particulier par l'utilisation d'un couteau, le kukri, qui est à la fois un outil, ils peuvent s'en servir littéralement de hache, mais qui peut évidemment également être un instrument de guerre. Alors c'est quelque chose qui était très facile à utiliser, très tentant, il est très tentant de l'utiliser pour la propagande. Vous avez également la présence plus largement de soldats indiens, et la carte postale ici vous évoque justement le fait que les soldats indiens combattent au coude à coude avec les soldats britanniques. Et ces soldats indiens sont d'ailleurs honorés dans un monument qui se trouve relativement près du lycée, il est à quelques kilomètres du lycée, donc à Neufchâtel. Donc c'est un monument indien, vous voyez ici en photographie, il se trouve au niveau d'un rond-point aujourd'hui.
Ce monument est construit dans un style qui rappelle un peu un style de monument indien. Vous avez des inscriptions qui sont évidemment des inscriptions en anglais. Sur la colonne, vous avez donc l'inscription qui est en haut, qui est une inscription en anglais. En dessous, vous avez la profession de foi musulmane écrite en arabe. Vous avez ensuite un texte en hindi. Et enfin, vous avez un texte sacré là aussi, qui est écrit en Gurmukhi, qui est l'écriture des Sikhs. Donc nous avons ici des références à différentes religions, religion chrétienne, religion musulmane, l'hindouisme, le sikhisme, puisque vous avez dans l'armée, dans cette armée des Indes, des représentants de ces différentes religions. Et vous avez ici, donc, dans ce monument, une grande inscription en anglais et en français, donc en honneur de l'armée de l'Inde, qui a combattu en France et en Belgique, 1914-1918, et pour perpétuer le souvenir de ces morts aux tombes inconnues, dont les noms sont ici gravés. En effet, on n'a pas retrouvé le corps de ces soldats indiens, qui sont morts à quelques centaines de mètres du monument. L'artillerie fait en effet beaucoup de dégâts, c'est l'artillerie qui tue le plus, et elle détruit les corps, donc on ne les retrouve pas toujours, et on ne peut par conséquent pas toujours véritablement donner une tombe à ces morts. Par conséquent, vous avez un monument donc, où sont inscrits les noms des morts. C'est assez spectaculaire parce qu'ils sont très nombreux. Donc, un conflit mondial par les pays qui y participent, un conflit mondial par l'emploi des empires coloniaux par les Français et les Britanniques en particulier, qui vont faire défiler les tirailleurs sénégalais, nord-africains, indo-chinois, indiens, australiens, néo-zélandais, canadiens, etc., dans les tranchées. La guerre a lieu aussi, mais dans une moindre mesure, en Afrique. Vous avez des affrontements entre colonies allemandes et colonies françaises ou britanniques. D'ailleurs, les Allemands utilisent des troupes coloniales dans les colonies, mais pas en Europe. Et ils apprécient d'ailleurs fort peu que les Français et les Britanniques utilisent des troupes coloniales en Europe. Le conflit est mondial aussi pour une autre raison, c'est un conflit naval. Un conflit naval qui va se développer avec la flotte franco-britannique qui établit un blocus autour des empires centraux. Il s'agit de les priver d'approvisionnement. Et l'Allemagne, qui n'a pas les mêmes capacités navales que ces deux pays réunis, eh bien, va riposter par une guerre nouvelle, une guerre sous-marine. En effet, les sous-marins commencent à pouvoir être utilisés. Maintenant, ce sont des navires qui sont beaucoup plus petits que les sous-marins d'aujourd'hui, qui ne sont pratiquement pas faits pour plonger. Ils peuvent plonger vraiment en cas d'extrême urgence, mais ils sont faits plutôt pour naviguer au ras des flots, ce qui les rend difficiles à repérer. Et les Allemands vont notamment lancer ce qu'ils appellent une guerre sous-marine à outrance, c'est-à-dire qu'ils détruisent les navires qui viennent approvisionner les pays de l'entente. C'est d'ailleurs dans ce cadre que va avoir lieu une destruction, celle du Lusitania. Donc il s'agit d'un paquebot britannique, détruit par les puissances allemandes. Ce Lusitania qui est détruit à proximité de l'Irlande. Il est coulé donc le 7 mai 1915. Il arrive de New York, il va à Liverpool, il apporte des passagers, c'est un paquebot, mais il apporte aussi des marchandises, des matières premières, des armes. Et il faut bien préciser que les Allemands, qui sont tout à fait au courant que ce navire est un navire de transport de passagers et également de marchandises faites pour l'effort de guerre, a fait publier dans des journaux un avertissement, c'est ce que vous avez ici à droite, notice. En fait, ils indiquent aux voyageurs qui seraient tentés de prendre le Lusitania que la zone dans laquelle ils se rendent est une zone de guerre, que le Lusitania est un navire sous pavillon britannique et que les Allemands sont tout à fait dans leur droit en coulant un tel navire. Donc en fait, on met en garde les passagers que s'ils prennent le Lusitania, ils le font à leur risque et péril. Et effectivement, le Lusitania est coulé par un sous-marin. Il y aurait quelque chose comme 1200 morts. Donc vous avez un très grand nombre de victimes.
Et vous voyez la dernière ligne du grand titre, Washington croit qu'une grave crise est imminente. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a de nombreux Américains qui sont tués. Et ça, il faut bien le préciser, les Américains n'aiment pas du tout qu'on s'attaque à leurs intérêts, qu'on s'attaque à leurs concitoyens. Et la réaction du gouvernement américain est vive, et ils mettent en garde en particulier les Allemands, leur faisant comprendre que si jamais une telle chose se reproduisait, ça pourrait entraîner une entrée en guerre des États-Unis. Et l'Allemagne, ne souhaitant pas qu'une telle chose se produise, décide de mettre fin à la guerre sous-marine à outrance. On continue une guerre sous-marine, mais elle va être plus limitée. Donc, un conflit qui s'étend à l'Europe entière, un conflit qui s'étend progressivement au monde entier par le nombre de pays impliqués, parce que vous avez des combats qui ont lieu en Europe, mais qui ont aussi lieu en Afrique. Vous avez également un conflit mondial, puisque les empires coloniaux sont mobilisés pour la production de guerre, mais aussi pour fournir des hommes, soldats et ouvriers. Et enfin, vous avez un conflit mondial, parce que ce conflit s'étend aux océans, à travers un conflit naval. Ce conflit, donc, est nouveau par son ampleur. C'est également un conflit nouveau parce qu'on n'est plus dans une guerre de mouvement, on est maintenant dans une guerre de position et on est dans une guerre d'usure. Ce que vous voyez ici, cette photographie est une photographie d'époque qui vous montre à quoi ressemble ce que les combattants ici de Vigny peuvent voir depuis les tranchées. Explosion d'un obus, réseau de barbelés. Donc là, nous sommes, voilà la guerre dans laquelle nous rentrons, c'est une guerre de position. Nous sommes en 1915, donc, et en 1915, personne n'accepte cette situation de guerre figée, et les états-majors cherchent en fait à percer. Et on peut même dire qu'il y a une obsession de la percée, il faut percer le front, il faut reprendre la guerre de mouvement à tout prix. Et chaque camp va se lancer dans des opérations, dans des tentatives de percée. Les Allemands mènent une opération en Lorraine en janvier 1915. Ils vont également attaquer en Champagne. Ils vont attaquer aussi en Flandre, sans grand succès. De la même façon, l'Entente va attaquer en Artois. Et le résultat de toutes ces opérations, eh bien, je pense que le général Joffre, qui dirige l'armée française, le résume bien. Il dit, quand on lui pose la question, je les grignote, eh bien, ça veut dire que personne ne parvient à percer. Pour l'instant, c'est un échec, et c'est un échec extrêmement coûteux, puisque cette année 1915 coûte 950 000 Français mis hors de combat, 500 000 Allemands, 200 000 Britanniques. Alors, mis hors de combat, toujours pareil, il s'agit de morts, de blessés et de prisonniers. Donc ce ne sont pas des pertes définitives. Mais ce sont, quoi qu'il en soit, des pertes lourdes. On voit l'importance des combats. Une nouveauté également, en 1915, qui vient des Allemands, les Allemands qui ont à leur disposition de très nombreux prix Nobel de chimie, et ils comptent bien s'en servir, au service de la guerre, et ils vont donc mettre au point tout simplement les gaz de combat. Ils vont commencer à utiliser des gaz de combat. Alors à vrai dire, ils ont fait une première tentative au gaz lacrymogène à Neufchâtel. C'est un échec. Ils vont utiliser également en Flandre le chlore. Alors là, ça va être un succès. D'ailleurs, ils en sont très surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça fasse autant de victimes. Et ils vont ensuite se mettre à utiliser un gaz qu'ils ont utilisé à Ypres pour la première fois, et qu'on appelle de ce fait l'hypérite ou gaz moutarde. Alors c'est un gaz qui peut être utilisé, alors au départ on peut l'utiliser par des bonbonnes de gaz dont on ouvre le robinet. On va également utiliser rapidement les gaz à travers des obus, en envoyant des obus remplis de gaz. Donc c'est la petite photo que vous voyez vous le montre. Alors ça va obliger les combattants à rapidement trouver des parades, et notamment à mettre au point des masques à gaz. Masques à gaz pour les hommes comme pour les animaux d'ailleurs. Vous avez ici un Allemand, un cavalier allemand, donc qui porte un masque à gaz, et son cheval d'ailleurs porte également un masque à gaz. Ces gaz, quels effets ont-ils? Eh bien, c'est ce qu'on appelle des gaz vésicants.
c'est-à-dire des gaz qui font gonfler la muqueuse. Alors sur une peau humide, sur une peau mouillée, donc ça provoque des cloques, c'est assez spectaculaire et douloureux. Pour ce qui est des yeux, ça provoque une cécité temporaire, on devient temporairement aveugle, autant dire que c'est douloureux. Et quelqu'un qui respire ces gaz, qui en inspire, eh bien, a les poumons qui sont en tout ou partie détruits, et la mort dans ce cas-là est plus ou moins rapide. Et en tout cas, c'est pas une mort, c'est pas une mort agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est clair que ça rend la guerre encore plus atroce. 1915 se passe, personne ne perce. On passe à 1916. On passe à 1916, et là, on va tenter d'autres approches. En 1916, en fait, les Alliés préparent une offensive concertée sur 3 fronts. Ils décident d'attaquer dans la Somme, sur le front français, d'attaquer sur le front russe et d'attaquer sur le front italien. L'idée, c'est qu'en attaquant en même temps sur les 3 fronts, les Alliés, les Allemands et les Austro-Hongrois ne pourront pas envoyer des troupes en secours chez l'autre. Ils sont occupés partout, et il y a bien un moment, puisqu'ils n'auront pas de renfort possible, il y a bien un moment où un des fronts va craquer. Donc on espère qu'avec une attaque concertée, on obtienne, avec l'impossibilité pour les empires centraux de faire jouer leurs réserves, de déplacer leurs réserves, on espère bien arriver enfin à percer quelque part. Les Allemands, eux aussi, ont des projets. Le général Falkenhayn, qui dirige le front de l'Ouest, a notamment une stratégie. Il veut affaiblir l'ennemi par de lourdes pertes en attaquant de façon très concentrée un point du front que l'entente ne peut pas perdre. Donc l'idée, c'est de trouver un point du front qui est d'une importance stratégique, que les Français en particulier ne peuvent pas perdre, et il faut donc que ce soit à la fois un point important et que ce soit un point où les Allemands puissent concentrer des forces considérables, notamment en artillerie. Et le secteur qui est choisi, c'est le secteur de Verdun. Pourquoi le secteur de Verdun? Eh bien parce que Verdun, c'est le dernier bastion, c'est la dernière zone fortifiée avant Paris. Les Français ne peuvent donc pas se permettre de perdre Verdun, et on espère bien, de ce fait, user littéralement l'armée française dans ce secteur-là, une usure qui va permettre de percer. Cette bataille de Verdun, en voici une représentation par un peintre. En voici les effets. Voilà à quoi ressemble le terrain de Verdun, le secteur de Verdun, après la bataille. C'est un secteur qui est devenu littéralement lunaire. Vous devez savoir en effet que 31 millions d'obus ont été tirés lors de la bataille de Verdun. Alors cette bataille de Verdun, la voilà. Voici le secteur. Donc nous avons la zone qui entoure Verdun. Vous pouvez le voir, la ville de Verdun, qui se trouve ici au sud de la carte, est entourée par des forts, par des fortifications, par des batteries d'artillerie. Donc c'est une ville qui est puissamment défendue. C'est donc la dernière zone fortifiée, solide, avant finalement Paris. Donc c'est vraiment une zone stratégique que les Français ne peuvent pas se permettre de perdre. C'est une zone qui n'est pas particulièrement, je vais dire pas particulièrement défendue. Disons que les Français ne s'attendent pas spécialement à une offensive dans ce secteur. La surprise sera grande lorsque, en effet, le 21 février, 1 million d'obus s'abattent sur Verdun. En effet, c'est la préparation d'artillerie qui lance la grande offensive allemande. Donc 21 février, vous avez une attaque qui permet d'avancer, qui permet de s'approcher très dangereusement de Verdun, qui permet de s'emparer de quelques-unes des fortifications. Voici donc le résultat de plusieurs mois de combat, donc du 21 février au 6 septembre.
Alors vous constatez que ce sont des combats extrêmement durs, puisque l'avancée est quand même très limitée. Vous voyez qu'on a à peine, en plusieurs mois, avancé de quelques kilomètres. Ce sont des combats absolument abominables. Et à la grande surprise des Allemands, eh bien, les Français tiennent. Les Français ne craquent pas, les Français reculent mais ne cèdent pas. Comment est-ce possible? Eh bien, les Français sont dirigés par un général, qui est un général qui vient du Pas-de-Calais, qui s'appelle Philippe Pétain. Et le général Pétain est un homme qui est un très bon organisateur et qui a surtout de grands talents de défenseur. Ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui c'est un anxieux, le général Pétain. Ça n'est pas un grand offensif, mais en revanche, c'est un excellent défensif. Il sait très très bien organiser une défense, et c'est ce qu'il va faire à Verdun. Et il va en particulier organiser la défense de Verdun autour d'une route que vous voyez ici apparaître en rouge au sud de la carte, une route qu'on appelle la voie sacrée. Et d'ailleurs aujourd'hui, la route en question est bordée par ces bornes sur lesquelles est indiqué voie sacrée. Donc cette voie sacrée, c'est la route qui relie Verdun à Bar-le-Duc. Donc c'est la route qui permet d'approvisionner Verdun. Eh bien cette route, elle est entretenue en permanence. Et elle voit circuler jour et nuit des centaines de camions. Qui amènent des soldats, qui amènent la nourriture, qui amènent les munitions, qui amènent les approvisionnements, et qui ramènent les blessés, mais qui ramènent aussi tout simplement les soldats qui ont terminé leur temps de présence à Verdun. En effet, le général Pétain a une idée, il ne laisse pas les mêmes troupes sur place jusqu'à ce qu'elles disparaissent, il met en place un système qu'on appelle la Noria. C'est un système par lequel les unités de l'armée française viennent à Verdun, y restent 10 jours, et après 10 jours repartent. Alors c'est très important parce que ça permet d'abord d'avoir des troupes fraîches qui arrivent. Ça maintient sérieusement le moral des Français parce qu'ils savent qu'ils sont en grand danger pendant 10 jours, mais qu'au bout de 10 jours, ils repartent dans leur secteur d'origine et ils repartent au repos. Tandis que les Allemands, eux, ne sont absolument pas relevés, à moins que les unités soient totalement détruites. Et les Allemands, d'ailleurs, vont se rendre compte de ce nouveau système français. Lorsqu'ils font des prisonniers, ils s'aperçoivent que le numéro du régiment qui se trouve sur le col de l'uniforme des Français n'est jamais le même. Donc ils en déduisent que ce ne sont jamais les mêmes troupes. Et en fait, les Français donc, sont régulièrement relevés. Donc ça veut dire qu'il y a des troupes fraîches qui arrivent et qui défendent le secteur. Ça va être une organisation extrêmement importante. Et le général Pétain, non seulement va réussir à préserver, à conserver la citadelle de Verdun, mais il va même réussir, à la fin de l'année 1916, à reconquérir une partie du terrain, bref, à dégager l'ensemble des fortifications qui entourent la ville. Donc on a une bataille qui représente en fait 8 mois de combat, 31 millions d'obus tirés, 250 000 morts français, 230 000 morts allemands, donc rendez-vous compte, pratiquement 500 000 morts sur ce secteur-là en 8 mois, donc un combat absolument terrifiant. Une bataille sans équivalent. Il faut bien vous rendre compte que le terrain est absolument lunaire. Voilà à quoi ressemblent par exemple les fortifications de Verdun, photo avant, photo après. Donc là, vous avez des obus qui sont tombés absolument partout, à tel point qu'il a fallu d'ailleurs abandonner cette zone à la forêt aujourd'hui. C'est trop dangereux, il y a trop d'obus non éclatés qui rendent la zone vraiment extrêmement dangereuse. Alors voici d'ailleurs à quoi ressemblent ces fortifications. Vous avez ici le fort de Douaumont, un fort qui a été pris aux Français et que les Français ont pu reprendre. Donc en fait, c'est une fortification de pierre et de béton, très épaisse, très basse, adaptée évidemment à l'artillerie. Donc voilà à quoi ressemble cette zone. Donc le terrain, comme je le disais, est lunaire, littéralement irrécupérable. Pour vous donner une idée, vous avez un village qui s'appelle Fleury-sous-Douaumont qui a été pris et repris 16 fois. 16 fois.
Vous avez par exemple le cas d'une unité française de 1200 hommes, dont seuls 98 ont survécu, 98 survivants sur 1200. Et on dit que si tous les morts qui sont tombés à Verdun se relevaient, ils n'auraient littéralement pas la place de tenir debout, tant la densité de morts a été grande. Alors cette bataille de Verdun, elle est importante parce qu'elle vaudra à l'armée française une réputation d'invincibilité. Tout le monde considère que finalement, une armée qui est capable de tenir pendant des mois dans des conditions aussi infernales que Verdun, parce que tout est détruit, arrive un moment, en première ligne, il y a littéralement plus de tranchées, plus rien, les soldats ont dû combattre sous la pluie, dans la neige, ont dû combattre l'été, en pleine sécheresse, en manquant d'eau, enfin, ça a été des conditions effroyables, et on considère qu'une armée qui est capable de tenir à Verdun est une armée qui tiendra n'importe où. La bataille de Verdun est aussi importante pour les Français parce qu'elle finalement correspond à l'image que les Français veulent donner d'eux-mêmes, c'est-à-dire un peuple qui est un peuple pacifique, mais aussi un peuple courageux quand on l'attaque. En gros, finalement, c'est une bataille défensive, c'est une bataille très acharnée, mais c'est une bataille défensive, et donc vous avez cette image du soldat français, du soldat citoyen, qui défend son territoire, qui défend sa famille, jusqu'au bout de ses forces. Et c'est encore une fois une bataille donc, qui a marqué profondément la France par le nombre de morts, par l'ampleur des destructions, mais aussi encore une fois par l'image que cela donne de la France et des Français. Vous avez en 1916, vous le savez, alors que se déroule cette bataille, vous avez une autre offensive qui était prévue. Je vous rappelle que l'entente avait prévu 3 offensives sur les 3 fronts. Eh bien, l'offensive qui était prévue va avoir lieu. C'est la bataille de la Somme en 1916, dont vous avez ici une image, prise des tranchées. Donc là, c'est une attaque par les Britanniques, vue des tranchées. En effet, l'essentiel de l'effort va être réalisé dans la Somme par les Britanniques, les Français étant quelque peu occupés ailleurs, ils sont occupés à Verdun. Voici donc le secteur, donc nous sommes entre Bapaume et Péronne, donc c'est un secteur qui se trouve à peu près à une heure de route de notre secteur, de notre lycée. Et c'est une bataille qui va commencer le 1er juillet 1916 avec notamment des explosions de mines gigantesques. Et cette offensive est menée par une armée britannique qui est maintenant beaucoup plus nombreuse, puisque les hommes qui ont été engagés ont été également entraînés, préparés. Donc là, vous avez une armée qui est nombreuse, mais qui est une armée qui est inexpérimentée. Les Français, finalement, avec moins d'hommes, avec moins de pertes, arriveront à conquérir au moins autant de terrain que les Britanniques. En effet, le secteur est partagé en 2 parties. Donc vous avez au nord les Britanniques qui attaquent, au sud ce sont les Français. Voici donc le résultat, voici la conquête en l'espace de 2 semaines. Vous avez une échelle en miles, donc je vous rappelle que les miles ça correspond plus ou moins à 1,5 km. Bon, bah, vous pouvez constater qu'on a une avance qui est quand même extrêmement limitée en 2 semaines, avec beaucoup de pertes, beaucoup de pertes. Il faut savoir par exemple que les Britanniques, le 1er juillet, ont perdu 58 000 hommes, dont 20 000 tués, très lourde perte. Vous avez, si vous regardez bien la carte, au nord-ouest de la carte, une localité qui s'appelle Beaumont-Hamel. Là, c'est un régiment, c'est un bataillon pardon, de Terre-Neuve qui combat. Et ce bataillon, après 30 minutes, sur 800 hommes, ne compte plus que 68 personnes valides et plus aucun officier. Donc 68 hommes valides, c'est-à-dire que tous les autres sont soit morts, soit blessés. Ça vous donne une idée de l'ampleur des morts et de la destruction. Pourtant, l'offensive a été soutenue par 1 semaine de préparation d'artillerie, c'est-à-dire que l'artillerie franco-britannique a tiré pendant 1 semaine pour essayer d'écraser complètement les tranchées allemandes, et ça n'a pas été suffisant.
On peut signaler également que c'est lors de cette offensive de la Somme que les Britanniques ont pour la première fois utilisé des chars de combat, qu'ils appellent des tanks. Tank, ça veut dire réservoir. C'est une façon de cacher la fabrication de ces armes nouvelles aux espions allemands. Voici le résultat en orange d'un mois de combat entre le 14 juillet, enfin même de 2 mois de combat entre le 14 juillet et le 15 septembre. Et ensuite, vous avez encore ici le résultat de 2 autres mois de combat. Et vous pouvez vous constater donc qu'on a ici près de 5 mois de combat et on a finalement très peu avancé. On a avancé de quelques kilomètres. Et tout ça commence à devenir tout de même extrêmement démoralisant. Extrêmement démoralisant parce que cette guerre qui devait se terminer en quelques semaines dure depuis des années et on a l'impression qu'elle ne finira jamais. Pourtant, le pire est à venir. Le pire, c'est 1917. 1917, qu'on appelle l'année terrible, c'est une année en effet qui va être extrêmement difficile pour les différents belligérants. En effet, les Alliés de l'Entente s'acharnent à percer. Ils veulent toujours percer, et on a essayé d'attaquer, notamment dans la Somme, on a essayé d'attaquer en Artois, donc dans la région. On avance très très peu, et on souhaite percer. Et le général Joffre, qui était jugé trop lent, est remplacé par un général qui avait succédé au général Pétain à Verdun, le général Robert Nivelle. Et le général Robert Nivelle présente un plan pour percer le front allemand. Il pense avoir la solution pour percer le front allemand. Son idée est la suivante: il s'agit d'attaquer entre la Champagne et la Somme. Il s'agit d'attaquer sur 3 points. Dans une partie du front où les Allemands sont particulièrement avancés. L'idée étant qu'avec ces 3 attaques, on va finir par faire craquer littéralement ce secteur du front, et on va pouvoir ensuite donc lancer une vaste offensive. On aura enfin réussi à percer le front. Alors le problème, c'est que malheureusement pour le général Nivelle, au moment où il est en train de préparer son offensive, les Allemands lui réservent une surprise. Les Allemands, en effet, font ce qu'on appelle un repli stratégique. C'est-à-dire que le front étant trop étendu, il leur faut trop d'hommes pour le surveiller. Or, ils ont besoin d'hommes pour tenir à la fois à l'est et à l'ouest. Et ils vont par conséquent décider de raccourcir le front. Et en même temps qu'ils raccourcissent le front, ils organisent des défenses fortifiées qu'ils appellent la ligne Hindenburg. C'est-à-dire que donc les Allemands reculent, oui, mais ils reculent pour s'installer sur de meilleures positions, où ils sont beaucoup mieux protégés, beaucoup mieux armés. Ils se trouvent en plus sur des hauteurs, dans des abris bétonnés, des abris chauffés. En bref, les troupes de Nivelle s'apprêtent à attaquer dans un secteur où les Allemands ont reculé et où les Allemands sont très bien renforcés. J'ajouterais qu'en plus, les Allemands ont des informations leur indiquant qu'il va y avoir une offensive dans ce secteur. Donc les choses se présentent mal. Est-ce que l'offensive est annulée? Absolument pas. L'offensive a lieu. Pour vous donner une idée des conditions dans lesquelles se déroule, voici le paysage aujourd'hui dans le sud du secteur où l'entente doit attaquer, où Nivelle a prévu d'attaquer. Vous avez un paysage de collines, vous avez à droite de la photographie un plateau calcaire, et c'est sur ce plateau calcaire que les Allemands se fortifient. Plateau calcaire, ça veut dire qu'ils ont pu s'installer, ils ont pu creuser dans la roche, ils ont pu bétonner des abris, et ils sont installés au sec et à l'abri. Pendant ce temps-là, à gauche, eh bien, vous avez une zone qui est une zone argileuse, qui est une zone très boueuse en particulier, et surtout qui est une zone plus basse. Eh bien, c'est là que doit se dérouler l'attaque française. Et vous le voyez, donc c'est une attaque qui se déroule, on attaque en montant, on attaque en étant surmonté par les défenses allemandes et les mitrailleuses allemandes,
et on attaque en ayant les pieds dans la boue. Ça va être des conditions, ce sont des conditions extrêmement mauvaises pour attaquer. Néanmoins, cette attaque a lieu. C'est une attaque qui se déroule ici sur ce qu'on appelle le chemin des dames. Et cette attaque donc, qui est lancée le 16 avril est tout de suite un échec sanglant. Vous avez en effet une attaque qui va faire, accrochez-vous bien, 500 morts à la minute. 500 morts à la minute. Vous avez une offensive de plusieurs heures. Donc un nombre de morts absolument effroyable. Nous voici de nouveau la carte. Et voici le résultat de l'attaque prévue par le général Nivelle. Voici le résultat de l'attaque en Artois. Voici le résultat de l'attaque en Champagne, dans le secteur du chemin des dames. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On a des pertes absolument effroyables pour des gains territoriaux minimes. Et cela va avoir des conséquences importantes. En effet, dans le secteur du chemin des dames, eh bien, vont se multiplier les mutineries. 115 régiments français, et attention, des régiments aguerris, pas des régiments qui viennent d'arriver, 115 régiments français refusent de monter au front. Refusent de monter au front, ils veulent bien défendre leur pays, ils veulent bien mourir en défendant leur pays si vraiment il n'y a pas d'autre moyen, mais mourir pour rien, non. Alors, évidemment, c'est une crise extrêmement grave, parce que c'est l'opportunité pour les Allemands, pour le coup, eux, de percer. Donc la situation est extrêmement grave. Que fait l'armée française? Eh bien, la réaction ne se fait pas attendre. Le général Nivelle, qui a échoué, est limogé. Autrement dit, il est envoyé à Limoges. Et il est remplacé par le général Pétain. Le général Pétain qui a la réputation d'être économe de la vie de ses hommes, qui a la réputation d'être quelqu'un de prudent. Et le général Pétain va effectivement réprimer les mutineries fermement, mais je dirais sans férocité. Il y a eu des exécutions, il y a eu à peu près 40 exécutions. Maintenant, il faut savoir que vous avez à l'époque des généraux qui envisagent de faire ce qu'on appelle des décimations, c'est-à-dire de faire aligner les troupes, de prendre un homme sur 10 et de fusiller un homme sur 10. Donc là, on ne va pas du tout vers ces extrémités-là. On va condamner, exécuter les cas les plus graves, des hommes qui, par exemple, auraient attaqué et tué leurs officiers. On va donc réprimer, mais on va aussi chercher à améliorer la situation des soldats, améliorer les conditions de vie, améliorer le système des permissions, c'est-à-dire les périodes pour retourner à l'arrière et voir la famille. On va aussi éviter les offensives inutiles, ou quand on fait des offensives, elles sont plus limitées et beaucoup mieux préparées. L'alerte a été quand même sérieuse. En effet, vous avez ici une lettre d'un soldat du 36e régiment d'infanterie. Que dit-il? Dans la division, ils commencèrent à marcher avec le drapeau rouge, donc drapeau révolutionnaire, car nous sommes en retard de 6 semaines pour les permissions. Donc vous voyez, vous avez ce problème, ce système qui fonctionne difficilement. C'est honteux de nous faire monter, sous-entendu, au combat comme cela. Enfin, la fin de la guerre est proche. Le 129e, le 36e, le 74e se sont révoltés, et tout le 20e corps. Nous refusons de monter aux tranchées, et surtout d'aller à la boucherie comme des moutons, et tous les régiments d'infanterie vont faire pareil, ce sera comme en Russie. La division est en révolution, nous ne voulons plus marcher, enfin que cela finisse bien ou mal, je m'en fous, pourvu que ça finisse. Mais j'ai peur que Malette passe à la censure. Il faut en finir avec la guerre qui aboutit à la destruction des ouvriers et à la consolidation des intérêts du capitaliste. Il faut la paix ou la révolte. Évidemment, c'est assez sérieux. C'est évidemment extrêmement sérieux. On parle de révolution, on a ce qu'on appelle le défaitisme, l'idée, bon, il faut que la guerre s'arrête, on n'en peut plus, on veut arrêter de se battre. Donc là, on a une référence évidemment tout de suite à la révolution en Russie, donc à l'idéologie communiste. Tout ça est évidemment très sérieux. Vous constatez que l'auteur dit qu'il a peur que sa lettre passe à la censure, autrement dit qu'elle ne soit pas transmise à la famille. Et en cela, il a raison, puisque vous avez une indication
Oui, saisie du 3 juin 1917, archives militaires. Effectivement, la lettre est censurée. Autre élément, donc là, alerte sérieuse, néanmoins la reprise en main va se faire, et il y a un autre élément qui va conforter la reprise en main, qui va conforter le retour de la France à une position plus énergique, eh bien c'est qu'il y a un changement au gouvernement, et arrive à la tête du gouvernement un homme que vous connaissez déjà, un homme que vous savez déjà très énergique, qui a une moustache, une grosse moustache devenue blanche avec l'âge. Vous le voyez ici sur cette représentation, je pense que vous aurez reconnu Georges Clemenceau. Georges Clemenceau arrive donc à la tête du gouvernement. En fait, le 16 novembre 1917, il forme un nouveau gouvernement et il a un discours qui est un discours très ferme. Voici par exemple ce qu'il répond aux députés socialistes qui l'interpellent le 8 mars 1918. Il dit « Toute ma politique ne vise qu'un seul but, le maintien du moral français à travers une crise comme notre pays n'en a jamais connue. Vous voulez la paix? Moi aussi. Il serait criminel d'avoir une autre pensée. Mais ce n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien. Ma formule est la même partout. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Je cherche à me maintenir en confiance avec nos alliés. La Russie nous trahit, je continue à faire la guerre. La malheureuse Roumanie est obligée de capituler, je continue à faire la guerre. Et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure, car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure. Donc pour le moins, vous avez ici un chef de gouvernement énergique et résolu à mener le combat jusqu'au bout, à savoir jusqu'à la victoire. Et Georges Clemenceau va avoir réellement une influence, le voici à l'époque, va avoir réellement une influence importante sur les combattants. Celui qu'on surnomme le Tigre, n'hésitant pas à rendre des visites dans le secteur du front. C'est déjà un homme âgé, vous le voyez ici, qui est accompagné par un certain nombre de généraux, par état-major, et donc il va rendre visite aux soldats. Alors il rend visite aux soldats, pas simplement aux soldats français, il rend aussi visite aux soldats britanniques, c'est ce que vous voyez là. Donc là on le voit saluer ici des soldats français. Et il salue ici des soldats britanniques. Alors il est intéressant de noter qu'il parle couramment anglais, puisqu'il a été marié à une américaine, ce qui facilite évidemment les contacts avec les alliés de la France. Et ce genre de visite, jusque dans les tranchées, bon pas les tranchées de première ligne quand même, mais jusque dans les tranchées, eh bien c'est quelque chose qui montre que le gouvernement se soucie véritablement des soldats, et qu'il y a quelqu'un d'énergique, conscient des réalités, au pouvoir. Ça sera un élément important. Autre pays qui va être durement éprouvé par cette année 1917, c'est l'Italie. Alors jusqu'ici, nous n'avons pas du tout parlé de l'Italie, sinon pour dire qu'elle entre en guerre en 1915. Elle entre en guerre du côté de l'Entente, notamment parce que les pays de l'Entente font des promesses à l'Italie, en particulier sur des territoires qui sont possession de l'Autriche et qu'elle considère comme lui appartenant depuis longtemps. Alors vous avez un de ces territoires, par exemple sur la carte que vous voyez ici, vous avez une ligne bleue épaisse, et dans la partie ouest de cette ligne bleue, vous voyez que cette ligne bleue forme une sorte de coude, une sorte de U. Eh bien, cette région qui est entourée par la ligne bleue s'appelle le Trentin-Haut-Adige, et c'est une zone qui se trouve appartenir à l'Autriche, mais que l'Italie considère comme italienne. C'est ce que les Italiens appellent les terres irrédentes, autrement dit les terres qui doivent revenir à l'Italie. Et les pays de l'Entente lui ont promis que si elle les rejoignait, eh bien, elle aurait droit à un certain nombre de territoires, éventuellement en Europe, éventuellement des colonies. Et elle estime donc de son intérêt de rejoindre plutôt ce camp-là. Et elle entre donc en guerre, et elle se trouve avoir comme adversaire l'Autriche-Hongrie. Elle a comme adversaire l'Autriche-Hongrie, les combats sont très durs avec l'Autriche-Hongrie, et se déroulent en particulier dans le secteur, qui est le secteur oriental, qui est le secteur du fleuve Isonzo.
les Italiens parviennent à s'emparer d'une zone que vous voyez ici en vert, à l'aide de 12 offensives. Alors, là, le secteur de l'Isonzo, c'est le Verdun italien. Ça a été des combats extrêmement durs. Et la situation va basculer, la situation va changer lorsque les Autrichiens vont recevoir le renfort de troupes allemandes. Ils vont recevoir le renfort de troupes allemandes et une offensive des empires centraux a lieu le 24 octobre 1917 à un endroit qui s'appelle Caporetto. Voici où se trouve Caporetto. Et en fait, à Caporetto se passe quelque chose d'extrêmement grave, c'est que les empires centraux parviennent à réaliser le fantasme de tous les états-majors de l'époque, la percée. Ils arrivent à percer le front italien et ils arrivent par conséquent à avancer extrêmement rapidement. L'armée italienne doit reculer en catastrophe, elle perd des territoires très importants, elle arrive à refixer le front sur la Piave, mais elle est passée au bord de la catastrophe. Elle est passée au bord de la catastrophe, il a même fallu qu'elle reçoive l'aide de ses alliés pour que le front ne s'effondre pas. Donc il y a eu, en 1917, une défaite terrible, celle de Caporetto, un effondrement extrêmement dangereux et une récupération in extremis avec une reconstitution d'un front fixe au niveau de la Piave. Donc les Italiens, le front italien, on en parle surtout pour cette défaite de Caporetto. Bon, il faut préciser, là je vais avancer un petit peu, que si les Italiens ont été victimes d'une percée de leur front, ils vont en 1918 à leur tour réussir à percer le front, cette fois-ci autrichien, à Vittorio Veneto, ce qui va leur permettre de reconquérir le territoire qu'ils ont perdu, et ce qui va d'ailleurs leur permettre aussi de contraindre l'Autriche-Hongrie à un armistice. Donc, je ne parle du front italien qu'à cette occasion-là, j'évoque le grand danger qui a été la grande épreuve qui était celle de 1917, mais je parle aussi de l'offensive, de la contre-offensive victorieuse que l'Italie va réussir en 1918. Donc situation catastrophe donc, sur le front italien, catastrophe évitée, limitée en tout cas de justesse, mais il y a surtout une autre catastrophe dont parlait notre soldat français qui écrivait à sa famille sans que cette lettre parvienne à la dite famille. Eh bien, ce qui se passe aussi, c'est ce qui se passe en Russie. En effet, la Russie, qui est un grand allié de la France, en 1917, plonge en pleine révolution. Plonge en pleine révolution, en fait plonge dans deux révolutions, pour être très exact, en 1917. Cela commence avec la révolution de février 1917. Vous avez ici une photographie qui vous montre la population de Pétrograd. Pétrograd, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Saint-Pétersbourg. La population de Pétrograd manifeste, la population réclame du pain. Le pays, en effet, est dans une situation de grande désorganisation. Et des ouvriers grévistes crient « à bas la guerre, à bas l'autocratie ». Donc là, on a une grande vague de protestations, de manifestations. L'ordre est donné de tirer sur la foule, ce qui est toujours dangereux, parce que la troupe, les soldats peuvent très bien ne pas obéir, et c'est exactement ce qui va se passer. La troupe, les soldats vont se joindre aux manifestants. Donc on a une première révolution qui se produit, qui va mettre fin au pouvoir du tsar. Le tsar, le voici avec sa femme et ses enfants. Le tsar Nicolas II est renversé, il est arrêté avec sa famille, il est envoyé à Ekaterinbourg, donc on est, on va dire, dans une région proche de la Sibérie, et le tsar et sa famille seront massacrés en 1918 par les bolcheviks. Et il est intéressant de savoir qu'ils ont été canonisés en 2000, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des saints de l'Église orthodoxe russe. Voici une icône qui les représente, donc devenus saints. Donc ils ont été, en fait, on les a descendus à la cave, abattus à coups de pistolet, et les corps ont été découpés, jetés dans un puits, couverts de chaux. Enfin, ça a été
Ça a été une exécution assez effroyable. Donc, première révolution en février 1917, le tsar perd le pouvoir, et ce sont des socialistes qui prennent le pouvoir et qui décident de poursuivre la guerre. Le gouvernement provisoire poursuit la guerre, souhaite continuer à respecter les accords passés avec les Alliés. Le problème, c'est que les désastres s'accumulent, que le pays est très profondément désorganisé, et ça conduit à une nouvelle révolution, une révolution qui a lieu en octobre 1917. En octobre 1917, un parti révolutionnaire qu'on appelle les bolcheviks, qui sont dirigés par un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, que l'on connaît mieux sous le nom de Lénine, Lénine étant son nom de guerre, pour échapper à la police du tsar, les opposants étant dans la clandestinité utilisaient des surnoms. Eh bien, Vladimir Ilitch Ulyanov se fait surnommer Lénine. Et donc ce parti révolutionnaire prend le pouvoir. Donc vous avez une nouvelle révolution qui a lieu en octobre 1917. Ils prennent le pouvoir. Voici leurs dirigeants. Voici le fameux Vladimir Ilitch. Et leur objectif, c'est la paix à tout prix. Eux sont des révolutionnaires. Ils veulent la paix à tout prix, quoi qu'il en coûte. Ils estiment que c'est une guerre qui ne concerne pas le peuple, qui ne concerne pas les ouvriers. Il faut en sortir, quoi qu'il en soit. En décembre 1917, un armistice est donc signé avec les empires centraux, sans demander l'avis notamment des Français. Et en mars 1918 est conclue la paix séparée de Brest-Litovsk avec les empires centraux, un traité qui décide d'une perte territoriale absolument terrible pour les Russes. En effet, avec ce traité de mars 1918, les Allemands s'étendent sur un territoire extrêmement vaste. Et en fait, les Allemands, avec ce traité de Brest-Litovsk, ont pratiquement tout gagné à l'Est. Donc c'est une véritable catastrophe, c'est un véritable effondrement, c'est une catastrophe notamment pour les Occidentaux, parce qu'évidemment, les Allemands ont les mains libres. À partir du moment où la Russie cesse le combat, les Allemands ont les mains libres à l'Est, ils peuvent envoyer toutes leurs troupes à l'Ouest. Et ça n'est pas une bonne nouvelle du tout, évidemment, pour les Franco-Britanniques en particulier. Mais les Allemands, eux aussi, vont avoir leur très mauvaise surprise en 1917. En effet, le 1er février 1917, l'Allemagne déclare la guerre sous-marine à outrance. C'est-à-dire qu'il renoue avec une guerre sous-marine très active. Tout navire allié ou neutre est coulé sans sommation s'il approvisionne les pays de l'entente. Et ça, évidemment, ça provoque, en avril 1917, l'entrée en guerre des États-Unis. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les Français et les Britanniques, car les États-Unis, c'est un réservoir de troupes fraîches. Alors des troupes totalement débutantes. L'armée américaine à l'époque est extrêmement réduite, n'est pas du tout préparée à une guerre moderne. Ça veut dire qu'il va falloir construire à partir de rien une armée américaine. On sait que ça va évidemment prendre du temps. D'ailleurs, à l'époque, il faut que les industries françaises, notamment, fournissent les Américains en matériel. Les Américains, par exemple, vont utiliser les casques britanniques, vont utiliser les chars français. Il va falloir notamment les former pour les combats d'artillerie moderne. Bon, ça va être effectivement compliqué, mais enfin, on sait, les Franco-Britanniques savent que le temps maintenant, très clairement, joue pour eux. Plus la guerre dure, plus les Américains vont être présents, plus leur force va être écrasante. Parce que les États-Unis, encore une fois, c'est un réservoir d'hommes, mais c'est aussi un réservoir phénoménal de matières premières, de produits alimentaires. C'est une puissance industrielle gigantesque, et l'Allemagne, à terme, face à cela, est très clairement condamnée. Donc, les choses, à ce niveau-là, changent radicalement, et tout est prêt
pour 1918, à la reprise de la guerre de mouvement. Les Allemands sont libérés à l'Est, les Allemands savent qu'ils ont une période très brève pendant laquelle ils peuvent espérer gagner la guerre avant que les Américains soient vraiment rentrés dans le conflit. Tout le monde maintenant a intérêt à ce que cette guerre soit rapide, les Allemands parce que c'est leur dernière chance, et puis, bon, les Franco-Britanniques savent que le temps joue pour eux, certes, mais ils commencent eux aussi à se fatiguer sérieusement, et ils espèrent que néanmoins la guerre se termine le plus vite possible. Donc 1918, c'est la reprise de la guerre de mouvement, mais c'est le sujet d'une autre vidéo.